Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour suivre ce premier débat donc, de l'après-midi sur la laïcité. Je vais commencer par présenter succinctement les 4 intervenants, en commençant par Fathia Boudjalat, enseignante à Toulouse, c'est ça, ancienne secrétaire nationale du mouvement républicain et citoyen chargée des questions d'éducation et auteur de 2 essais importants que je vous recommande, Le Grand Détournement et Combattre le voilement. Merci. Henri Pénard-Ruiz, philosophe, écrivain, grand spécialiste de la laïcité, marxiste républicain, je ne sais pas si ça convient. Vous êtes l'auteur d'un dictionnaire amoureux de la laïcité, mais apparemment il est en rupture de stock. Donc voilà, attendez qu'on recharge et vous pourrez l'acheter. Guylain Chevrillin, docteur en histoire. Pardon, les applaudissements, bien sûr. J'écris mal. Guylain Chevrier, docteur en histoire, enseignant, formateur, consultant, spécialiste de la laïcité, ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut Conseil à l'intégration, auteur de Laïcité, émancipation et travail social, et vous êtes comité Laïcité République, vice-président du comité Laïcité République. Et enfin, Mohamed Louisi, vous êtes ingénieur, essayiste, vous êtes considéré comme un des spécialistes de référence des frères musulmans pour les avoir côtoyés de près, car vous êtes l'auteur de Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans. Lapsus pas du tout révélateur. C'est juste que j'écris très mal. Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans, retour éclairé vers un islam apolitique. Et je vais commencer par une question qui appellera, alors une question à la fois très simple et très complexe, qui appellera, s'il vous plaît, une réponse succincte. Qu'est-ce que la laïcité pour vous? Quelle vision de la laïcité un républicain doit-il défendre? On commence par Fathia. Je vous dirais que je me méfie toujours des phrases qui commencent par la laïcité, c'est ce qu'on établira par la jurisprudence. Donc c'est quelque chose qui peut évoluer dans un sens comme dans un autre. Ça tient sur 2 registres. En tant que valeur, c'est un idéal moral qui dit que les choses religieuses doivent être séparées des choses publiques, y compris jusqu'au choix, la fabrique du choix de la décision des individus. Ça, c'est la valeur laïque. Pour ce qui est applicable, c'est le principe constitutionnel qui est présent dès le premier article. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et à ce niveau-là, ça ne concerne que les fonctionnaires et l'État. Donc c'est déjà ce double registre qui est très compliqué. C'est un moyen. Pour moi, je ne suis pas une obsessionnelle de la laïcité. C'est comme nous qui sommes souverainistes à gauche. C'est pas la souveraineté qui est la fin. La souveraineté, c'est le moyen de réaliser la République sociale. La laïcité, c'est le moyen de réaliser l'égalité en droit et en dignité de l'homme et de la femme. Par exemple, j'aimerais ajouter que dans notre camp politique et idéologique, la laïcité a, hélas, été pendant un certain temps complètement oubliée, négligée comme question sociétale. Il n'y a que l'économie qui comptait. L'économie, l'Europe. Et l'un des premiers, presque des seuls, c'est Jacques Sapir, que je salue, qui a réussi à articuler la laïcité et la souveraineté. Ce n'est pas un sujet secondaire, c'est un sujet primordial. Comment on fabrique la nation dans notre République? Merci. J'ai pas du tout répondu à la question, mais c'est... Si, d'une certaine manière, si. Henri? Alors pour moi, la laïcité, c'est à la fois un idéal et un cadre. L'idéal d'une communauté humaine dans laquelle les divers croyants, les humanistes athées et les agnostiques jouissent simultanément des 3 principes essentiels: la liberté de conscience, l'égalité de droit, c'est-à-dire de traitement de toutes les convictions spirituelles, et la préséance de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Et le cadre qui est issu de cet idéal, qui a animé par exemple des gens comme Victor Hugo, qui était croyant, je viens à vous, Père, auquel il faut croire, mais qui disait: je veux l'État laïque, exclusivement laïque, je veux l'État chez lui et l'Église chez elle, formule essentielle, qui a donné lieu d'ailleurs à un très beau livre sur la séparation de Jean-Paul Scott qui s'appelle « Comprendre la loi de 1905, l'État chez lui, l'Église chez elle ». Donc effectivement, c'est un cadre qui permet au creuset français, dont parle si bien Gérard Noiriel, de faire vivre ensemble des personnes de toutes origines,
puisqu'il y a une diversité de convictions spirituelles, il faut que ce cadre soit indépendant de tout particularisme religieux. Je dis souvent, il y a 3 grandes boussoles pour la laïcité. Première boussole, l'universalisme contre le différentialisme. Et cette boussole de l'universalisme contre le différentialisme nous permet de combattre à la fois les deux membres de la tenaille qui enserrent aujourd'hui la laïcité, l'usurpation par le RN de la laïcité, qui n'est que l'habillage du différentialisme, de la préférence nationale maintenue par le RN, et d'un autre côté la mouvance décoloniale qui ose dire de façon absolument insensée que c'est un racisme d'État, alors que les lois républicaines ne peuvent pas discriminer une catégorie particulière de la population, elles sont toujours universalistes. Par exemple, à propos des accompagnants scolaires, il n'est pas question de parler du seul voile, mais de l'ensemble des signes religieux. Et quand des journalistes peu rigoureux ou malhonnêtes disent une loi sur le voile, j'en étais témoin quand j'étais à la commission Stasi, M. Ternisien du Monde avait osé dire la loi sur le voile vient d'être votée. Il me rappelle le soir, je lui dis, vous n'êtes pas rigoureux, M. Ternisien. On n'a pas voté une loi sur le voile, on a voté une loi sur l'ensemble des signes religieux. Et par conséquent, notre loi est universaliste. Elle ne peut pas être particulière parce que c'est alors qu'elle est stigmatisante. Donc, universalisme contre particularisme ou différentialisme, émancipation contre soumission. La laïcité est un principe d'émancipation. En émancipant la loi civile de la foi religieuse qui, dans les 3 monothéismes, par exemple, et je rejoins Fathia, a établi la domination de l'homme sur la femme, on permet à la femme d'être l'avenir de l'homme, comme le disait Louis Aragon, c'est-à-dire de s'élever à l'égalité avec l'homme. Donc la loi laïque est une loi qui émancipe, c'est-à-dire qui fait sortir de la dépendance. C'est pour ça d'ailleurs que la laïcité a 2 ennemis, les tenants des traditions rétrogrades et les nostalgiques des privilèges publics de la religion. Parce que effectivement, ces 2 choses-là sont éradiquées par la laïcité. Enfin, 3e principe, l'intérêt général. Il est d'intérêt général de construire des hôpitaux publics, des écoles publiques, des maisons de la culture. Il n'est pas d'intérêt général de construire des lieux de culte. Et quand la République se fait sociale par les services publics, elle permet à tous de faire des économies sur ce qui est de première nécessité et par conséquent aux gens qui veulent construire des lieux de culte, de les financer. Voilà, intérêt général plutôt que l'intérêt particulier, émancipation plutôt que soumission et universalisme plutôt que différentialisme. Voilà l'essence, me semble-t-il, des 3 boussoles de la laïcité. Merci beaucoup, Henri. Guylain, qu'est-ce que c'est la laïcité pour vous? Alors la laïcité, pour moi, c'est d'abord un principe politique d'organisation de l'État. À savoir, si la source du pouvoir politique, c'est le peuple, ce ne sera pas un dieu. Et cela découle directement d'une histoire où l'homme a mis la main sur son destin de manière collective. Donc la laïcité a tout à voir avec la souveraineté. Donc c'est un enjeu de société et c'est un principe révolutionnaire qui dépasse la question de la liberté de conscience et même de la liberté de penser, qui ne sont que des moyens, et même la séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire que c'est un processus historique de transformation de ce qui met en route la liberté pour les hommes d'écrire leur histoire. Et donc, face à cette histoire, effectivement, ce que nous rencontrons, c'est un conflit de modèles. Nous sommes face... donc 2 modèles se font face aujourd'hui. Ce modèle qui est un modèle d'émancipation par la citoyenneté. Qu'est-ce que la nation au sens moderne? C'est lorsque le peuple s'érige en corps politique souverain. Et face à cette souveraineté, le libéralisme, lui, que propose-t-il? Il propose la division sur tous les plans de la société en encourageant donc tout le culte des différences. Et de cette façon, c'est aussi diviser les forces sociales qui nous ont permis de conquérir les acquis sociaux qui sont les nôtres et qui sont justement cette espèce de phare qui éclaire aussi cette laïcité française. Cette laïcité, elle a eu des conséquences donc à tout niveau. C'est une espèce de continuité du souffle révolutionnaire. En tout cas, c'est comme ça que je la situe. Et donc, c'est d'abord
un principe d'organisation politique de l'État qui crée les conditions de la souveraineté du peuple, puisque effectivement, ce n'est pas une puissance divine extérieure à l'homme qui décide de son destin, mais c'est l'homme qui pose la main sur son destin, indépendamment de toute puissance, justement, qui l'influencerait, qui serait une puissance irrationnelle en dehors de sa capacité à agir. Donc, dans l'ordre, effectivement, de la raison, l'homme tire de l'expérience, donc sa capacité à agir collectivement, et seul le corps politique, comme corps politique des citoyens, est capable d'en faire quelque chose qui soit de l'ordre de la transformation de la société vers un meilleur monde, celui du bonheur, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen y incite dans son préambule. Merci Guélin. Et enfin, Mohamed. 16 novembre est écrit, cette date est écrite sur un document officiel, 16 novembre 1999. C'est mon titre de visa, il y a 20 ans. C'est une journée anniversaire, on va dire aujourd'hui. Et je répondrai à votre question par dire que la laïcité, c'est ce système, cette idée qui a fait qu'un Mohamed Louisi, qui est arrivé en France il y a 20 ans, avec une idéologie islamiste qui a ruiné le monde arabe, va réussir au bout de 6 ans, en 2006, de claquer la porte de cette idéologie totalitaire et de s'engager sur une nouvelle vie, une nouvelle renaissance en quelque sorte, qui a aujourd'hui l'âge d'un adolescent, 13-14 ans, qui va découvrir le sens de la liberté tout court, la liberté d'expression, malgré les hauts et les bas, la liberté de conscience, la liberté de penser par soi-même, le sens de l'émancipation, de dire, de partager. Je finirai par cette phrase qui me tient à cœur. La laïcité, c'est de cesser d'avoir peur de la mort. Merci Mohamed. Voilà. Bon, je pense qu'après ces 4 interventions, quand vous entendrez que la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, ou que c'est rien que la loi de 1905, vous aurez peut-être de quoi répondre. Première question pour Henri Pénard-Ruiz. Est-ce qu'il y a une spécificité française de la laïcité ? Est-ce qu'on peut dire que la laïcité est un élément qui constitue l'identité française ? Vous savez, quand on veut détruire un idéal, on commence par le relativiser. La laïcité, ça n'a rien à voir avec le canard laqué ou avec le steak frites. C'est pas une spécialité culinaire de la culture française. Quand Thomas Jefferson adresse aux constituants de Virginie une lettre dans laquelle il écrit « It's necessary to have a wall between church and state ». Il faut un mur entre l'État, entre l'Église et l'État. Il est laïque. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, comme vous le savez, avec In God We Trust. Quand Benito Juárez, un des premiers présidents du Mexique, en 1858, fait las leyes de reforma, séparation de la Iglesia y del Estado, il est laïque. Quand Mustafa Kemal dit Atatürk, le Turc bien-aimé, sépare la mosquée de l'État, octroie le droit de vote aux femmes turques en 1934, 11 ans avant les femmes françaises. Voilà l'émancipation laïque. Et je crois que tous ceux qui veulent nous faire croire que la laïcité est une spécialité franco-française non exportable sont dans un travail de relativisation géographique et historique. Un idéal universel qui est bon pour tous et pour toutes a vocation à s'étendre au monde entier. Alors quand on me dit « mais on est seul en Europe », j'ai dit « alors, en quoi la solitude est-elle un argument de droit ? On était seul en 1789 face aux monarchies coalisées de toute l'Europe. Est-ce que ça nous donnait tort ? Bref, chers amis, citoyens et citoyennes, arrêtons de nous faire avoir par les relativisations de la laïcité avec les adjectifs, les sempiternels adjectifs. Quand on dit « je lutte pour l'égalité des sexes », si quelqu'un vient me dire « une égalité », oui, mais une égalité ouverte. Ouverte à quoi, mesdames ? Bien sûr, à un minimum de résidus machistes, puisque, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une laïcité ouverte ?
On s'ouvre à ce qui est différent de soi, sauf erreur de ma part. Bref, la notion de laïcité ouverte est une notion polémique destinée à suggérer que la laïcité tout court serait fermée. Il faut arrêter avec cette relativisation. Ce qui est bon, c'est ce qui est juste. Platon le disait déjà. C'est le juste qui est important. Est-ce qu'il est juste de donner les mêmes droits aux croyants, aux athées, aux agnostiques? Oui. Est-ce qu'il est juste de séparer la loi politique de la loi religieuse, dans la mesure où la loi religieuse a souvent sacralisé les pires choses? L'assignation de la sexualité à la seule procréation. On trouve ça dans les 3 monothéismes, moyennant quoi la sexualité de plaisir n'a plus droit de citer. La domination de l'homme sur la femme, c'est aussi une tradition rétrograde, j'en passe et des pires. Donc effectivement, c'est un principe d'émancipation. Libérer la loi civile de la loi religieuse, je vous jure, dans plein de pays, ils savent ce que ça veut dire. Quand je suis allé au Mexique, quand je suis allé en Afrique du Sud, quand je suis allé même en Pologne, invité par Bronislaw Geremek, et quand j'ai dit « Ne vous méprenez pas, la laïcité n'est pas anti-religieuse. Ce n'est pas l'athéisme officiel de l'Union soviétique stalinienne. La laïcité, c'est la séparation qui fait que la spiritualité religieuse se désimplique de la volonté de domination politique. Et à ce titre, la religion peut être parfaitement respectable quand elle est une spiritualité qui n'engage que les croyants. Bref, je ne suis pas de ceux qui acceptent de relativiser la laïcité. Ça m'amuse parce que quand je vais en Espagne, dans la terre de mes ancêtres, ils me disent « Queremos una laicidad a la francesa ». On veut une laïcité à la française. Je dis « Pero non, laïcismo, solo, la laïcité tout court. Il n'y a pas besoin de la relativiser ». Bref, vous voyez, on a plein d'arguments pour militer pour la portée universelle de la laïcité en sa dimension émancipatrice. Merci Henri. Alors, il y a beaucoup d'études d'opinion sur la laïcité, et je pense notamment à un sondage de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès qui était paru en mars dernier, qui montrait 2 choses. La première, que les Français, dans leur ensemble, étaient très attachés à la laïcité, sans adjectif, pour reprendre ce que disait Henri. Mais la deuxième montrait que les jeunes étaient moins laïcs que leurs aînés. Et je voulais poser la question, alors tout en restant laïcs en majorité, mais l'étaient moins que leurs aînés, je voulais poser la question à Fathia, qui est enseignante. Est-ce que vous pensez que la laïcité est mal enseignée aux jeunes? Et est-ce que vous pensez que les enseignants adhèrent pleinement à la laïcité? Je vais être extrêmement sincère. Les enseignants ne sont plus du tout politisés et ils s'intéressent plus à l'activité sportive, culturelle et circassienne de leurs enfants qu'à ce qui se passe en France. Ils confondent parasseusement la gauche avec l'intérêt, la défense de leur intérêt catégoriel. Donc c'est impossible d'en parler. On ne peut plus trop compter sur les enseignants, je l'ai vu, parce que finalement, la seule chose qui fonctionne maintenant comme moteur de l'action, c'est le principe de sinistralité. Si ça ne me concerne pas, je m'en fiche. Ce principe est au cœur du multiculturalisme. Un auteur de Boulevard Voltaire avait écrit un article dans Causeur qui disait « Puisque les quartiers sont perdus, laissons-les pratiquer la charia, de l'autre côté du mur ». Donc c'est ça, c'est vraiment, moi ça ne me concerne pas. Tant que ça ne me concerne pas, je m'en fiche. Pareil avec la réforme du collège. Ça ne concerne pas mes enfants à qui je vais apporter le capital culturel, je m'en fiche. Ça, c'est quelque chose qui est très pénible. Donc, est-ce qu'elle est mal enseignée? Oui, avec des erreurs manifestes, ou ma collègue qui reçoit les élèves de classe d'accueil leur écrit sur le tableau laïcité en France, la religion à la maison. Donc, elle est mal comprise, mal enseignée, et surtout, elle est sous-traitée. Vous savez que l'éducation nationale sous-traite de plus en plus de choses, que ce qui est cool, c'est de faire appel à des intervenants extérieurs. Et donc, on confie l'enseignement de la laïcité à coexister, voilà, qui le confond avec le multiculturalisme. Et ça vient de loin. Je me suis inscrite à un diplôme droit, religion et société pour les aumôniers. Je pensais qu'il y aurait du droit. Ben non,
C'était une ode à la religion, disons que toutes les religions, c'était des religions d'amour et de paix, et qu'en fait, il n'y avait que des méchants qui étaient méchants, alors qu'en fait, les religieux sont très gentils, font des choses gentilles. Donc c'est vraiment quelque chose de très général. Il y a une paresse intellectuelle, il y a une vraie paresse intellectuelle. Et il y a un égoïsme. Ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Alors que la laïcité, avec l'intérêt général, c'est se battre autant pour ceux qui nous ressemblent que pour ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est ça l'empathie. C'est pas simplement je vais défendre ma pomme et ce qui nous attend. Et nos ennemis, nos adversaires sont vraiment multiples. Il y a le fait que l'Éducation nationale sous-traite ses formations. Le fameux imam de Brest, s'il a eu le diplôme de référent laïcité, c'est qu'il peut intervenir dans le cadre de ses formations, puis donc être payé. Donc imaginez ce qu'il diffuse. Mais on a vraiment deux adversaires, deux internationales, et c'est pas nouveau. Le conseiller de Bill Clinton, Benjamin Barber, avait sorti un livre en 1997, Jihad versus Macworld, en disant qu'il y avait deux internationales qui voulaient nous viser en tant qu'État-nation. Une pour établir l'économie qui décide de tout, on évacue le politique. Macworld, Nike, voilà, on vous vend des slogans sur le bien-être, le consumérisme, et en fait, il y a du soft power. Et puis Jihad, qui pendant longtemps s'est basé sur le hard power, mais qui fait aussi bien dans le soft power, comme la semaine dernière dans la manifestation, où on se sert des femmes, des mamans. C'est antiféministe de représenter une femme uniquement sous sa fonction reproductrice. Les mamans voilées, puis en fait c'est d'immenses bébés phoques qui ne sont jamais responsables de rien, jamais responsables de leurs faits, qu'il faut protéger, ils sont 1,5 milliard, mais il faut les protéger. Donc on a ces deux adversaires de taille, on a une vraie paresse intellectuelle, on a une lâcheté des politiques, une profonde lâcheté. Admirez l'évolution de Vincent Peillon. On va dire typiquement socialiste. Parce que je pense que comme vous ne les portez pas dans votre cœur. Mais typiquement, voilà quelqu'un qui s'était fait une spécialité, un défenseur, et qui, il y a quelques semaines, dit qu'effectivement, elle est islamophobe. Voilà ce qu'on est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne plaît plus, parce que l'émancipation, c'est très difficile. L'émancipation, c'est penser par soi-même, mais contre soi-même. Contre soi-même. Et moi, mes élèves de 6e, et c'est très nouveau, ça fait 16 ans que j'ai des 6e, ils me disent non, on ne peut pas parler de la religion. Non, on ne peut pas parler de la religion. C'est sacré, c'est spécial. Il y a une peur. Ils ont appris à vraiment intégrer que, effectivement, la religion, c'est quelque chose de fondamental, de sacré auquel on ne peut pas toucher. Et puis que la laïcité, ils sont pris dans la panique identitaire, les gamins. Ils disent oui, on est en danger. Puis il faut tout déconstruire. Il faut tout déconstruire avec eux, puis leur dire non, en fait, on est bien dans notre basket, mais on a besoin de vous faire peur parce que des gens ont besoin du feu pour faire haïr la République et puis fabriquer leur petite communauté. Parce que c'est ça. Quand on est souverainiste, on veut que la souveraineté revienne entre les mains des citoyens. Des citoyens. C'est qualitatif, citoyen. C'est un acte de penser, comme vous disiez, l'émancipation, l'intérêt général. C'est compliqué. Maintenant, ce qu'on propose maintenant, c'est les remplacer par les tribus. Des tribus dirigées par des leaders communautaires. Merci, Fathia. Alors, je me tourne vers Guylain pour lui demander, il y a une autre bataille importante qui est en train de se jouer. C'est une bataille culturelle. On peut le voir dans les médias, mais également au cinéma, à la télévision, etc. Il y a un vrai soft power multiculturaliste qui vient du monde anglo-saxon. Il y a beaucoup de médias en français qui sont des médias américains à la base et qui ont leur version en français. Et aujourd'hui, ça touche particulièrement les jeunes, mais le multiculturalisme, la vision d'un monde en mosaïque de communautés, elle a les atours du cool et du branché. Et c'est vrai que la laïcité, parfois, peut avoir l'air un peu poussiéreuse. Comment lutter contre ce soft power multiculturaliste qui vient des États-Unis, qui vient de Grande-Bretagne et qui touche particulièrement les jeunes ? Guylain. Oui, alors le droit à la différence comme nouvelle dimension des droits humains. Alors je crois qu'il faut revenir au droit. Et justement, bien voir qu'avoir une même loi pour tous, c'est-à-dire l'État unitaire qui caractérise notre République, une même loi donc pour l'ensemble de ceux qui vivent sur un même sol, une loi, un territoire, un peuple. C'est la meilleure des protections. Pour ça, il faut être aussi concret. Alors regardons concrètement comment ça se pose. Comme j'ai une expérience de travailleur social de quelques dizaines d'années, qu'est-ce que j'ai pu rencontrer ? Une éducatrice qui refuse de participer
à une action de prévention santé-sida dans un collège parce qu'elle y oppose ses convictions religieuses. Mise en cause de la sécurité de ces jeunes, puisque, y compris, ça constitue une faute professionnelle. Une femme qui se présente en service social, dans le cadre d'une évaluation d'information préoccupante, et qui dit « Aidez-moi à déménager, je suis seule avec mes enfants, mon fils qui a 10 ans se confronte dans la cité à des violences quotidiennes parce que j'ai des gens qui viennent chez moi me dire comment me comporter, je refuse. » Parce qu'elle a un nom à consonance maghrébine. Une équipe d'AMP dans une maison d'accueil spécialisée qui refuse d'accompagner un couple homosexuel sous prétexte que c'est péché. Ça se trouve dans un livre que j'ai coordonné, des témoignages d'étudiants qui se trouvent en stage et que j'ai moi-même eu l'occasion de constater. Je crois qu'on commence à être concret comme ça. On comprend comment on cause des droits fondamentaux qui ont la même valeur pour tous. Alors effectivement, il ne faut pas commencer par faire effectivement la promotion de l'enseignement religieux, l'enseignement du fait religieux à l'école, et d'intégrer par les différences sous prétexte de permettre à chacun de trouver sa place, comme c'est la grande théorie qui a animé la protection judiciaire de la jeunesse, le travail social sous l'influence de Dunia Bouzard pendant quelques années, et où on est arrivé à une situation complètement folle et paranoïaque. Parce qu'à partir du moment où on encourage à se penser d'abord à travers sa différence, si on y oppose le droit commun, on peut aussi, en rencontrant des personnes qui ont appuyé sur ce côté, créer les conditions d'un sentiment paranoïaque. On est persécuté en raison de sa différence. Alors qu'en fait, bien au contraire, c'est le droit commun qui protège chacun vis-à-vis du risque, d'abord, de ne pas être traité de manière égale, mais y compris qui protège l'ensemble des différences, puisqu'aucune d'entre elles ne pourra prendre le pouvoir sur les autres du fait de la laïcité de l'État. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on explique les choses comme ça? Évidemment non. Si vous voulez, la vision qu'on a aujourd'hui de l'histoire, elle est complètement contraire à ce qu'est notre République. Notre République, c'est un anti-destin. C'est le peuple qui décide de son avenir. Mais faut-il encore le rétablir? C'est toute la question de la souveraineté et donc de l'enjeu face auquel nous nous trouvons. Et un dernier point, si on veut dépoussiérer, ce serait pourtant facile, pardon, mais la liberté de conscience qui va avec la liberté de penser. Mais c'est une libération des facultés humaines. C'est mettre la conscience au cœur de l'enjeu de société. Et c'est permettre à l'individu d'être d'abord face à lui-même, à un libre arbitre mis en commun avec les autres pour agir ensemble dans le sens d'un intérêt qui recouvre l'intérêt de tous, sans rien toucher, sans rien enlever à ce qui peut être particulier, à condition que le particularisme ne passe pas au-dessus du droit et que la foi ne soit donc pas considéré comme le droit ne pouvant effectivement considéré comme ne pouvant pas influer sur la foi, c'est-à-dire donc n'ayant pas de prise sur la foi, comme cela est écrit dans un ouvrage sur le droit musulman qui a été publié aux éditions Dalloz il y a quelques années. Donc effectivement l'enjeu, si on veut dépoussiérer, il faut revenir à une cohérence et être aussi assez concret finalement. Cher Adrien, justement, la question de multiculturalisme est vraiment fondamentale. On a parlé ce matin, Véronique Tron qui était là, de l'extraterritorialité. Vous utilisez le dollar où vous soyez, voilà. On en arrive, et c'est très moderne, à Clovis. On veut en revenir à Clovis. Sous quelle loi vis-tu? On va en arriver à la personnalité des lois, la personnalité du droit contre la territorialité. Déjà, je ne comprends même pas qu'il y ait des députés de l'étranger, des Français de l'étranger, puisque la loi s'applique en France. J'ai appris qu'il y avait des sénateurs aussi, des Français de l'étranger. Je n'ai pas compris non plus. Cette semaine, dans l'Ohio, une loi vient d'être votée disant que les erreurs scientifiques ne seraient pas pénalisées à partir du moment où elles étaient justifiées par des convictions religieuses. Vous avez la population sikh au Canada, avec le turban, qui a obtenu de ne pas avoir à porter leur casque sur les chantiers, parce qu'ils ne peuvent pas enlever leur turban. Les jeunes enfants sikhs qui ont obtenu le droit de porter le petit poignard traditionnel, y compris à l'école, y compris dans les avions, sauf au Parlement canadien. Et la justification de la Cour suprême, c'est ce qui compte, c'est leur conviction profonde qu'ils ne pourraient pas accomplir leur religion comme ils veulent s'ils avaient un autre instrument. J'en plaisantais avec mon principal en disant, ben voilà, les fonctionnaires musulmans ont le droit à 4 jours. Si mon collègue Thomas vous dit qu'il est musulman et qu'il veut prendre ces 4 jours, est-ce que vous exigez qu'il se mette tout nu devant vous pour vérifier qu'il est circoncis?
Comment on en arrive dans ce régime déclaratif? S'installe tout doucement par la mitridatisation, par la ghettoisation, par le fait d'acheter la paix sociale. Et ça, c'est encore très libéral. Regardez cet imbécile de Gabriel Attal qui prouve une chose, c'est que des hommes peuvent être choisis uniquement pour leur physique et pas simplement les femmes. Et qui déclare benoîtement à l'Assemblée nationale, mais regardez comme c'est formidable ces associations. Si c'est l'État qui s'en occupait, ça coûterait beaucoup de sous. Heureusement qu'ils sont là. Ah oui, alors résultat, c'est le modèle multiculturaliste. On va laisser les hôpitaux bientôt, les EHPAD, la gestion des personnes en fragilité, les écoles, comme dans le monde anglo-saxon, et vous coupez le lien entre les citoyens et la solidarité nationale qui permet de payer ces services. Donc eux ont l'impression qu'ils ne doivent ces services qu'aux leaders communautaires et que finalement, ils n'ont rien à attendre de l'État. Donc vous voyez comme il y a cette convergence qui passe par le droit, qui passe par la matrice vraiment libérale et dont les extrémistes religieux, aussi bien catholiques, ce que vous voulez, profitent, sachant que c'est toujours l'État-nation et cette fabrique de la nation qui est visée. Excusez-moi. Merci, Fatia. Une question pour Mohamed, une question assez délicate, parce que tout républicain, évidemment, répugne à s'adresser à une communauté particulière, mais force est de constater qu'une question spécifique se pose envers nos compatriotes de confession musulmane, puisqu'ils sont pris quelque part dans une tenaille entre deux groupes qui leur répètent incessamment qu'ils ne sont pas français, l'extrême droite, parce qu'ils sont musulmans ou arabes ou que sais-je, et les islamistes qui cherchent, alors je me permets de faire un peu de pub pour un très bon numéro de Marianne sur les frères musulmans, achetez-le. Et Adriette, un excellent journaliste, n'est-ce pas? Vraiment. Merci. Je me permets de saluer Abel Mestre, dont je pense le plus grand mal, et qui n'est pas venu aujourd'hui, si c'est filmé. Abel Mestre. Allez, on revient sur la laïcité. Non, les islamistes ciblent les musulmans, ça il faut bien l'avoir en tête. Les islamistes veulent réislamiser les musulmans pour les sortir de la communauté nationale. Et du coup, je pose cette question à Mohamed. Est-ce qu'il faut élaborer un discours spécifique à destination des Français de confession musulmane qui sont confrontés à cette tenaille identitaire et il y a des groupes qui font tout pour les éloigner de la laïcité. Est-ce qu'il faut leur parler d'une manière différente ? Je ne le pense pas, pour la seule et simple raison, c'est que c'est le citoyen de confession, de culture, de sentiment religieux musulman n'a pas compris que la laïcité, c'est d'abord une décision personnelle de s'intégrer au sein de la société à titre individuel et non à titre communautaire. Je ne vois pas comment il faut imaginer un discours adapté à une particularité ou à une communauté bien particulière parce qu'il faut lui parler d'une manière ou d'une autre. Non. En fait, il y a deux éléments. Premier élément, c'est réaffirmer la loi. Voilà. Et médiatiquement, dans les débats comme les échanges aujourd'hui, permettre aussi à des voix musulmanes qui ont compris que la laïcité la laïcité est d'abord une intégration individuelle dans le collectif, la communauté nationale. Je ne m'intègre pas au nom de ma religion, au nom de ma foi. D'abord, je suis citoyen. L'affaire religieuse me concerne à titre personnel, à titre individuel, et même le rapport avec le Seigneur. Je suis croyant, ça ne regarde personne, ni l'imam de mon quartier, ni l'écrivain, ni personne. C'est mon souci personnel. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a laissé s'installer en France, pas depuis 2015, mais depuis une quarantaine d'années. Un travail de sape qui a réussi quand même à convaincre des politiques, des journalistes, des décideurs, etc., à ce qu'on arrive à des situations comme ça où il faut avoir un discours particulier. J'ai ramené avec moi deux documents. Un premier document qui date de 1995, le 31 mai 1995. C'est un tract qui a été distribué au campus universitaire de Besançon, signé par l'UNEF. Le titre « Pression intégriste à l'université ».
C'est un tract qui fait 2 paragraphes. Je vais vous le lire et faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Dans ce tract, il est dit certains veulent imposer leurs normes vestimentaires, ni shorts, ni mini-jupes, ni vêtements moulants. Par contre, le port du voile est vivement conseillé. Ces pratiques dénotent une volonté de pression morale et idéologique que confirment des invitations pressantes à assister à des conférences ou à des projections vidéo dont la neutralité n'est pas la première qualité. Parfois aussi, des menaces sont proférées. Certaines organisations, en particulier l'UICEF, Union islamique des étudiants de France, usent de ces pratiques de plus en plus fréquemment, se masquant derrière un paravent culturel. Ces associations ont une réelle volonté totalitaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'autres organisations et des personnes sont là pour vous aider. Vous pouvez les contacter. Signé UNEF, UNEFID, SNESUP, couleur locale. 1995. Et on a l'UNEF. Ça va se gâter. Hein. Comment ? Ça va se gâter a priori. Oui, l'UNEF, il y a 25 ans, avait un discours on ne peut plus laïque, on ne peut plus progressiste. Aujourd'hui, on a Myriam Pouchtou, qui est présidente d'une section parisienne de l'UNEF Paris 4. On voit déjà, sur 25 ans, je ne cite pas d'autres exemples récents, au l'UNEF, il fait carrément elle adopte carrément le discours islamiste le plus basique, en le considérant comme un discours qui est tout à fait légitime au sein de l'université, voire au sein de la société française. Le deuxième document, et c'est là aussi où on voit comment les bases de ce qui se passe aujourd'hui ont été posées il y a une trentaine d'années. C'est un document, c'est une revue, l'événement estudiantin. C'est un magazine créé par les frères musulmans dans les années 90, où déjà il y avait cette question, l'islam de France, quelle laïcité pour quelle intégration ? Il y avait un débat lors d'un colloque entre Gilles Kepel et Tariq Ramadan, où Gilles Kepel défendait l'idée d'une intégration individuelle au sein de la société, et Tariq Ramadan qui parlait plutôt d'une laïcité ouverte. Donc même la terminologie ne date pas d'aujourd'hui. Elle date d'il y a 30 ans, il y a 40 ans. On dit on n'a rien vu venir. Ben si. Si je vous cite le nombre d'intellectuels, d'universitaires français qui n'étaient pas musulmans, qui ont accompagné ce mouvement des frères musulmans au sein de l'université, il est hallucinant. Et aujourd'hui, ces étudiants qui, à l'époque, prenaient cette vision d'une laïcité qui doit prendre en compte la communauté musulmane, aujourd'hui, on les trouve où ? Ils sont à la tête de l'IOIF, musulmans de France, ils sont à la tête de la FNEM, la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman, qui gère un certain nombre de collèges et de lycées privés dits musulmans, mais ils sont totalement gérés par des islamistes. On les trouve un peu partout, y compris dans certains médias, disons les choses clairement. Donc il y a un travail qui a été fait, il y a, j'ose pas utiliser le terme infiltration, mais le discours en tout cas, il s'est infiltré. Aujourd'hui, il devient quasiment l'ABCD pour parler aux musulmans. Moi, je dis non, il faut réaffirmer la laïcité et pousser à réformer l'islam de l'intérieur. Alors, Henri voulait intervenir sur le sujet. Rapidement, s'il vous plaît, Henri. Oui, je pense qu'il y a un argument qu'il faudrait reprendre et qui est essentiel, qui nous permet de lutter à la fois contre le différentialisme de l'extrême droite et contre le différentialisme de la mouvance décoloniale que je n'ose pas appeler de gauche. Alors, la Révolution française a eu un immense mérite. C'est qu'elle n'a pas seulement dit liberté, égalité, mais elle a redéfini la conception de la nation. Avant, la France, c'était la fille aînée de l'Église. Autrement dit, c'était une communauté qui se soudait par un particularisme religieux. Depuis Jean-Jacques Rousseau et l'émergence de la théorie de la souveraineté populaire, on dit la nation, c'est une communauté de droits, de personnes qui se donnent à eux-mêmes leurs propres lois, contrat social, et qui fondent donc une communauté de droits qui ne repose que sur les principes fondamentaux des droits humains, liberté, égalité.
Et effectivement, à partir du moment où on a à se battre contre les deux figures différentialistes qui prennent en tenaille la laïcité, on peut rappeler une chose, c'est que nous, les laïcs, nous ne nous battons pas contre un particularisme religieux à partir d'un autre particularisme religieux, comme le fait M. Zemmour, qui prétend se battre contre l'islam ou l'islamisme. Il ne fait pas toujours la différence. Bon, M. Zemmour prétend se battre contre l'islam à partir de la France fille aînée de l'Église. Eh bien, nous lui dirons non. Nous nous battons à partir des droits humains conquis dans le sang et les larmes, selon la tradition des opprimés, chère à Walter Benjamin. Et nous nous battons à partir des droits fondamentaux de l'être humain, et ce sont des principes universels qui sont émancipateurs. Et à la mouvance décoloniale qui ose dire que la laïcité est un racisme d'État, alors qu'il n'y a aucune loi laïque qui ait produit une différenciation entre des individus particuliers et d'autres, nous lui disons, vous faites erreur, parce qu'en France, la laïcité, la démocratie, la souveraineté populaire ont été conquis, non pas dans le sillage de la tradition chrétienne, comme le disait à un moment donné Marcel Gauchet, mais à rebours de cette tradition, c'est-à-dire que c'est un produit de la tradition des opprimés, et non pas des dominants, et non pas de l'ethnocentrisme colonialiste. Voilà ce qu'il faut dire, je crois, si vous le permettez, pour lutter en même temps et efficacement contre les deux versions du différentialisme. Alors, une très courte question, pour peut-être, je ne sais pas si on aura le temps, mais vous laissez le temps de poser les vôtres. Si vous deviez mettre en œuvre une mesure concrète pour défendre la laïcité en France aujourd'hui, on commence par Fathia. Outre le fait de vraiment constitutionnaliser ce principe qui n'existe que sous la forme d'un mot, il serait peut-être temps de compléter pour que l'autorité administrative, le Conseil d'État, puisse avoir le moins de capacité de nuisance qu'il n'a actuellement. La commission Stasi regrettait qu'il y avait très peu d'analyse du Conseil constitutionnel sur la laïcité. La première mesure à prendre, je le dis et je le redis, c'est interdire... alors pardonnez-moi, je parle souvent du patriarcat arabo-musulman, mais après tout, c'est celui que je connais. Hein, je n'ai pas grandi chez les bonnes sœurs. Interdire le voilement des fillettes, mais pas au nom de la laïcité. Au nom du droit des enfants, de la protection de l'enfance, puisqu'il s'agit d'une exigence éducative disproportionnée selon la définition qu'on a donnée la commission Barrot sur la maltraitance. Et on commence surtout par interdire le voilement et tout signe religieux et politique, parce que la laïcité c'est aussi politique, hein, aux accompagnateurs de sorties scolaires, parce qu'on n'est pas là pour sortir des mamans qui se sortent très bien toutes seules. Il faudrait le redire à certains journalistes qui sont dans une condescendance typiquement coloniale, pour le coup. Ces femmes ont le permis, elles peuvent sortir, ne vous inquiétez pas pour elles, mais leur interdire, tout comme on refuserait des accompagnateurs avec un t-shirt La Manif pour tous, eh ben qu'on interdise ce symbole qui ne change pas de sens selon qu'il est imposé ou selon qu'il n'est pas imposé. Henri. Moi, je vais proposer 2 mesures et un rappel culturel. Les 2 mesures, c'est l'abrogation de la loi Debré qui organise le détournement de l'argent public vers des écoles privées religieuses. Tout à fait. La deuxième mesure, c'est l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle qui fait violence. Bon. Et le rappel qui montrera qu'on n'est pas ethnocentriste, colonialiste quand on interdit le voilement de la femme, le rappel du Tartuffe de Molière. Quand Tartuffe, le bigot, qui faisait partie du parti des dévots, s'approche de Dorine et voyant ses seins suggérés, dit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées », elle lui répond, et c'est Molière qui parle bien entendu, et c'est admirable, « Ah, je vous trouve bien prompt à vous échauffer, monsieur. Pour moi, je ne suis pas si prompte. Je vous verrai tout nu, du haut jusqu'en en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. » Mais ce serait une manière de dire qu'en Occident chrétien aussi, on a eu à combattre le voilement du corps de la femme et à combattre l'idée que c'était à la femme de cacher son corps, alors que c'est à l'homme de maîtriser ses pulsions.
Vilain. Oui. Alors, pour paraphraser ce qui vient d'être dit, c'est un engagement réciproque, comme qui dirait entre les sexes. Voilà. Alors, de mon point de vue, il faudrait surtout déjà commencer par appliquer et faire respecter la loi. Parce qu'on a tendance à dire que ce n'est pas un principe constitutionnel, pardon de contredire, mais j'enseigne le droit public à Paris 13, c'est un principe constitutionnel. La République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Si on allie ces quatre termes, on ne peut pas se tromper entre l'indivisibilité du corps politique, la laïcité qui lui permet d'être ce corps, donc de citoyen indépendant des influences religieuses, démocratique d'agir dans le sens de son intérêt commun, et social, parce que sans la dimension sociale, le citoyen, s'il a faim et qu'il est malade, il n'a pas les protections qui lui permettent d'exercer sa citoyenneté, il ne peut pas le faire. Donc c'est ce qui est contenu dans notre Constitution et dans le préambule donc, de la Constitution de la 4e République du 27 octobre 1946. Déjà, appliquons la loi. Faisons-la les respecter dans les services publics. À Montreuil, dans une piscine, une jeune fille voilée accueille le public. À plusieurs reprises, des personnes ont interpellé l'intercommunalité et la mairie de Montreuil sans qu'il y ait a priori de conséquences. Nous avons des situations qui aujourd'hui se dégradent parce que non seulement on ne fait pas respecter, mais parce que nous avons un gouvernement qui tout simplement entend, tel que M. Castaner l'a énoncé, accompagner l'organisation d'un culte. Imaginons-nous, qu'est-ce que cela a à voir avec la laïcité ? On pourrait même porter plainte contre ce ministre de l'Intérieur vis-à-vis de ses manquements à la loi. Tant qu'on fera cela, on ne s'en sortira pas. Il faut sortir de cette logique d'accompagnement des cultes du point de vue de l'État et donc, d'une certaine manière, utilisant les cultes comme moyen de réencadrement de la société au regard de la déshérence qui est celle d'une société de moins en moins, ayant de moins en moins de repères moraux du fait de ce qu'est le libéralisme et avec son hyper-individualisme qui amène effectivement à une certaine démoralisation et une déshérence chez les jeunes qui les fait se replier vers effectivement une recherche identitaire et de cas échéant de l'origine. Donc effectivement d'abord il faut affirmer cela. Mais je crois qu'il y a une mesure qui là ne concerne pas simplement la France. C'est le fait que le mariage civil devienne le seul mariage au monde reconnu, qui sera une vraie protection contre les mariages d'enfants, par exemple, contre les mariages religieux, les mariages forcés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la moitié des États n'ont pas d'âge limite pour le mariage. C'est un des principaux pays qui marie des enfants, dans le cadre, justement, de protocoles religieux. Donc ça, c'est un vrai combat universaliste. Et je pense que on devrait donc lancer un appel de cette nature qui serait quand même un grand progrès, non seulement pour l'égalité des sexes, mais pour l'évolution des sociétés de manière générale. On sait très bien que le combat pour l'égalité des femmes, c'est quand même un combat d'émancipation pour toute la société. Merci, Lila. Et enfin, Mohamed, une mesure pour protéger ou reconquérir la laïcité. Je vais user un peu d'un langage religieux. J'avais rédigé cette note « Libérer l'islam de l'islamisme » qui a été publiée par la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, et j'ai fini par 10 commandements. Je vais choisir le 5e, qui me paraît à la fois primordial et qui rejoint un peu ce que Fatih a dit tout à l'heure. C'est d'interdire purement et simplement le financement de l'enseignement privé géré par les islamistes. Après, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'interdiction de tout le... Mais déjà, une première étape me paraît essentielle, c'est que sous le paravent de trouver une certaine égalité entre les confessions, que l'éducation nationale a le droit de financer le privé catholique, le privé juif, et là le devoir aussi de... Sauf que là, on commet une grave erreur en considérant que le récit islamiste comme étant le récit musulman de la foi, en considérant que les islamistes sont les porte-voix, sont la représentation légitime de ces musulmans français, ou de ces Français musulmans. Si on regarde les choses dans les détails,
il faut peut-être regarder ou analyser cet enseignement sur la base d'une autre grille de lecture, qui est la grille de lecture sectaire. Est-ce que l'enseignement ou l'éducation nationale a le droit aujourd'hui en France de financer le privé scientologique? Est-ce qu'elle a le droit de... La réponse est non. Donc, si on considère les frères musulmans comme le récit légitime de l'islam, qu'on nous le dise clairement. Autrement, l'éducation nationale, tout en restant dans cette loi déjà qui encadre le financement sous contrat d'association, déjà, là, il y a un problème. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que depuis la création de la confrérie des frères musulmans en 1928, l'endoctrinement, l'éducation de la jeunesse était une priorité. Et aujourd'hui, ce que les frères musulmans ont fait, c'est comme disait leur guide suprême ici en France, le président des musulmans de France, Amar Lasfar. Il disait, quand il a créé le lycée Averroès en 2003, après le temps des mosquées, de la construction des mosquées, est venu le temps des établissements scolaires. C'est juste dans l'enchaînement, il ne faut pas oublier ça. Le lycée Averroès a commencé, je crois, par 10 élèves. Aujourd'hui, on s'approche de 1000 élèves. Et dans chaque grande ville, grande métropole, on a un établissement comme ça. Ce sont des personnes que les islamistes préparent tout doucement, visant les élèves, leur famille, leur entourage, pour en faire demain des outils, des cadres de la confrérie. Ils sont dotés de tous les codes de l'idéologie. Ils ne vont pas devenir tous imams, ce n'est pas la destination, mais ils vont devenir tous porteurs de l'idéologie islamiste. Cher Mohamed, cher Adrien, au contraire, on peut tout à fait, si les scientologues ouvrent les écoles, Montessori, Steiner, c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment avoir l'approche développée par Henri Penna-Ruiz. Chaque année, l'État verse 10 milliards d'euros à l'enseignement privé. La droite, je voudrais quand même rappeler ce qu'a fait la droite, en la présence de Gérard Longuet, ont réussi à faire invalider la seule bonne loi de Najat Vallaud-Belkacem, qui voulait établir l'autorisation administrative obligatoire préalable à l'ouverture d'un établissement, avec ou sans contrat. Cette loi a été invalidée par le Conseil constitutionnel au nom de 2 principes. La liberté d'entreprendre et la liberté d'enseignement. Il est encore en France plus facile d'ouvrir un kebab ou une laverie automatique, une école qu'un kebab ou une laverie automatique. Il y a moins de critères. Vous avez juste à en informer. Et c'est devenu un business lucratif chez plusieurs catégories de la population. Et il faudrait avoir cette approche systémique sur l'enseignement religieux avec l'abrogation de la loi Debré et Lang aussi, qui a aussi permis de détricoter l'école publique, qui doit s'atrophier sur les catégories sociales les plus vulnérables, les moins mobiles, tandis qu'au privé, ils s'occuperont des autres, et puis c'est comme ça qu'on construit des gens qui s'ignorent toute leur vie. Merci Katia. Alors, on doit terminer, donc, Ghislain, une phrase. Oui, je voulais simplement dire qu'il fallait aussi, la laïcité, c'est le moyen de rendre du pouvoir au peuple, et je crois qu'il est absolument nécessaire qu'aujourd'hui on crée les conditions d'un grand rassemblement populaire autour de la laïcité. Il est temps que ce qui traverse les mentalités dans notre pays, c'est-à-dire cette adhésion à la laïcité, se transforme donc dans un rapport de force qui permette enfin d'inverser effectivement ce à quoi nous nous confrontons. Et je crois que c'est tout à fait capital aujourd'hui d'être dans cette démarche. Et merci à République Souveraine d'être dans cet état d'esprit. Et j'attends beaucoup donc de cette organisation dans cette perspective. Merci. Merci à tous. Merci à tous les 4.